Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le 5 mai 2026. Ce matin, dans cette édition du Stylo News Intelligence Update, nous allons passer en revue la situation géopolitique en Asie de l'Est. Pas de spéculation ni d'alarmisme, simplement les faits, analysés calmement et avec rigueur pour bien comprendre les dynamiques à l'œuvre de ces 2 dernières semaines. Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons que ce point de situation est parrainé par ProWave AI. Il s'agit de l'entreprise qui développe Stylo IntelOps, le programme de renseignement open source basé sur l'intelligence artificielle, ainsi que Stylo News, la version commerciale désormais disponible sur le web et sur les applications mobiles. Au programme aujourd'hui, un tour d'horizon des renseignements, les événements régionaux majeurs, les répercussions à différentes échelles, les visions stratégiques des acteurs en présence, l'analyse de nos sources et enfin, les prévisions à court terme. Débutons tout de suite avec notre première partie, un aperçu global de la stabilité dans le théâtre d'opération de l'Asie de l'Est. Alors, que disent les rapports des dernières 24 heures? En réalité, le renseignement indique, de façon constante, avec un niveau de confiance moyen, qu'aucune attaque immédiate n'est à l'ordre du jour. C'est un fait crucial. On n'observe aucun des indicateurs physiques annonciateurs d'une invasion, comme la réquisition massive de navires civils par exemple. En résumé, la Chine prépare le terrain, certes, mais le risque d'un conflit conventionnel imminent reste, pour l'heure, très faible. Passons à présent à notre deuxième point, les événements et manœuvres documentés récemment. Géographiquement, l'action se concentre lourdement dans une zone bien précise. On parle ici du détroit de Luçon, de la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan et plus largement de la mer de Chine méridionale. C'est exactement dans ce triangle stratégique que les puissances se jaugent en ce moment. Sur le terrain, l'événement majeur du côté des forces alliées est le lancement de Balikatan 2026. C'est un exercice militaire conjoint aux proportions massives, dirigé par les États-Unis et les Philippines. On parle de plus de 17 000 soldats mobilisés. Ce qui est totalement inédit ici, c'est la participation active d'une unité de combat japonaise pour la toute première fois. Au menu, des exercices à tir réel et des déploiements de missiles de pointe. Une véritable démonstration de préparation alliée. Évidemment, du côté de l'armée populaire de libération chinoise, on a rapidement répondu. On note le déploiement de leur tout nouveau porte-drone, le type 076, 6 juin. Parallèlement, une impressionnante force navale, menée par un destroyer de 10 000 tonnes, navigue à l'est de Luçon. Les patrouilles de préparation au combat s'intensifient aussi, notamment près du récif de Scarborough. C'est un jeu tactique où chaque mouvement entraîne une réponse. Voyons maintenant notre troisième section, l'impact de toutes ces manœuvres, car elles génèrent des ondes de choc à de multiples niveaux. À l'échelle locale, tout d'abord, les conséquences sont très concrètes. La présence massive de navires militaires et de milices maritimes vient perturber régulièrement les opérations de pêche traditionnelles, impactant l'économie locale. Autre fait marquant, la mission d'approvisionnement civil philippine nommée Atinito, en route vers l'île de Titu, se retrouve étroitement surveillée, forcée de naviguer sous bonne escorte militaire. Au niveau national, la donne change également. Ces événements incitent les Philippines à accélérer la modernisation de leur défense tout en consolidant leurs alliances. Du côté japonais, fait assez rare pour être souligné, le destroyer Ikazuchi a transité par le détroit de Taïwan. Pendant ce temps, Taïwan n'est pas en reste et mène ses propres exercices de souveraineté sur l'île contestée d'Itu-Aba. Sur le plan international, l'enjeu est colossal. Il faut bien avoir en tête qu'un tiers du commerce maritime mondial transite par ces mêmes eaux contestées. Face à cette situation, des institutions comme l'ONU et l'ASEAN lancent des appels très clairs au respect du droit maritime international. En parallèle, on observe un élargissement visible des efforts de coalition pour garantir de manière inconditionnelle la liberté de navigation. Abordons à présent notre quatrième point, les perspectives stratégiques des différents décideurs. Il est essentiel d'examiner cette friction géopolitique de manière totalement impartiale. D'un côté, les forces américaines et alliées affirment haut et fort que ces exercices sont purement défensifs. Leur but est de maintenir l'ordre et la sécurité dans la région. De l'autre côté, le gouvernement chinois aperçoit ces mêmes exercices comme une provocation directe. Pour Pékin, il s'agit d'une tentative d'endiguement et d'une ingérence étrangère menaçant la stabilité de la zone. Pour bien saisir la tactique à l'œuvre, il faut comprendre le concept de pression de zone grise. Concrètement, ce sont des actions de coercition menées par un État, mais qui restent délibérément en dessous du seuil de la guerre conventionnelle. On s'appuie sur des milices maritimes ou des gardes-côtes pour affirmer un contrôle territorial permanent, sans jamais tirer le premier coup de feu. Nous voici à la 5e partie de notre synthèse, consacrée à l'analyse des différentes sources d'information. En sondant l'espace informationnel mondial, on distingue 3 blocs au discours très marqué. Les médias occidentaux et alliés sont globalement favorables aux démonstrations de force, en mettant l'accent sur la dissuasion.
La presse d'État chinoise adopte un ton résolument défensif, insistant sur la légalité de ces contre-mesures. Enfin, les médias alliés à l'ASEAN ou aux Nations Unies maintiennent un discours strictement neutre, prenant la diplomatie avant tout. Un point capital à soulever ici concerne le décalage frappant entre les réseaux sociaux et la réalité. Bien que les plateformes sociales soient inondées de spéculations extrêmement bellicistes, la ligne des professionnels reste imperturbable. Les rapports de renseignement vérifiés sont formels, il n'y a aucun indicateur corroboré laissant présager une guerre totale. Il convient donc de garder la tête froide face au bruit numérique. Passons enfin à notre dernière section, l'évaluation des perspectives à court terme. Si l'on s'appuie sur les schémas actuels, voici les 3 développements les plus probables pour les semaines à venir. Premièrement, le maintien d'une pression soutenue dans la zone grise, tant sur mer que dans les airs. Deuxièmement, la poursuite en toile de fond des opérations dans le cyberespace. Et troisièmement, le recours très probable à une coercition diplomatique ou économique ciblée. Tout cela nous amène à cette réflexion finale. Les démonstrations de force de la coalition internationale vont-elles réussir à stabiliser la région et à imposer une limite à la fameuse zone grise? Ou, à l'inverse, l'escalade militaire va-t-elle involontairement précipiter un cycle infernal de militarisation d'où il sera bien difficile de reculer? C'est le dilemme central qui pèse actuellement sur toute l'Asie de l'Est. Et c'est ce qui conclut notre point de situation matinal. Pour aller plus loin dans l'analyse de ces événements géopolitiques, l'écoute de l'épisode complet du podcast Stylo News Intel Update est vivement recommandée, disponible sur n'importe quelle plateforme d'écoute ou en suivant le lien associé à ce bulletin. Enfin, pour accéder à des actualités factuelles, sur demande et propulsées par l'intelligence artificielle, l'abonnement est ouvert sur www.stylonews.com. Merci de l'attention accordée à ce programme et excellente journée à tous.